Les gens attendent de Mark Zuckerberg qu'il leur donne une espèce de vision rationnelle ou business de pourquoi est-ce que le métaverse va exister. Mais pour lui, c'est pas ça l'enjeu. C'est l'envie de réinventer la façon dont l'humanité communique une deuxième fois. Où en est le métavers de Mark Zuckerberg? Le nouveau casque de réalité virtuelle Quest Pro, dévoilé le 11 octobre 2022 lors de la conférence Connect, marque une nouvelle étape. Cet appareil hyper sophistiqué, vendu 1800 €, est censé permettre de nouvelles applications. Dans cet épisode bonus de Monde Numérique, on en parle avec Lucas Perrodin, fondateur de Moula Digital, consultant en digitalisation pour les entreprises et ancien responsable de la VR chez Facebook pour l'Europe du Sud. Il a démontré qu'en quelque sorte, il était prêt à tout pour faire en sorte que le métaverse devienne quelque chose de réel. Et notamment des changements importants de stratégie, des changements très importants. C'est vraiment fascinant. Alors si on parle du casque tout d'abord, ce fameux casque Quest Pro que vous aviez eu la chance d'essayer avant même qu'il soit présenté. Vu de l'extérieur, on est quand même assez bluffé. Il y a une progression, il s'est passé des choses. C'est une belle machine, non ? Alors oui, j'ai eu en effet la chance de l'essayer. Je l'ai essayé en mars 2022. Il y a certainement eu des changements depuis. Bon, physiquement, c'est exactement le même casque. Ça n'a pas changé parce que ça prend des années pour tout ce qui est hardware. Il y a des améliorations, mais à la fin de la journée, on met toujours un casque de 600 grammes sur la tête, qui est relativement gros, qui a 1 heure, 2 heures d'autonomie. Et ça, ce sont les gros problèmes à régler pour la VR. Donc, on a changé beaucoup de choses, on a fait beaucoup d'améliorations sur ce que j'appellerais les petits problèmes. C'est-à-dire, les focales sont plus fines, Ouais. la répartition du poids. On a plutôt, en définition, on a avancé. En lumière, on n'a pas tellement avancé. Mais ce ne sont pas les gros points de friction qui sont entre la VR d'aujourd'hui de niche et la VR généralisée de demain ou l'AR généralisée de demain. Ce qu'il va falloir, c'est que les casques soient légers, qu'ils ne chauffent pas, que le rendu en pleine lumière soit bon. Et ça n'a pas été réglé. Ouais. On vous sent un peu quand même prudent et en tout cas, votre enthousiasme est très modéré sur la question. Oui, j'essaie de garder un œil général du public général sur la problématique et pas un œil de spécialiste, parce que les spécialistes s'enthousiasment de ce qui vient de se passer, parce que, encore une fois, il y a une meilleure résolution, il y a un peu plus de lumière. Oui, il y a les caméras aussi qui permettent de faire de la réalité mixte en regardant l'extérieur en couleur et tout. Alors oui, c'est vrai. Alors ça, c'est un peu surprenant quand on a eu l'habitude de faire de la VR, parce qu'on voit la lumière de l'extérieur quand on a le casque sur la tête. Et c'est pas forcément, c'est moins immersif en tout cas. Donc il y a plus de réalité mixte, mais il y a moins d'immersion. Et puis, alors le passe-trou en couleur, c'est bien, c'est sympa, c'est vachement sympa. Mais alors, est-ce que mettre un casque avec un passe-trou en noir et blanc ou un passe-trou en couleur, ça fait la différence pour monsieur, madame, tout le monde? C'est pas ça, quoi. Après, est-ce que ce ne sont pas deux utilisations différentes? D'un côté, la réalité mixte, je vais superposer des images à mon environnement, et du coup, je ne suis pas isolé. Et puis, la réalité virtuelle, où là, je vais couper les caméras, je vais même mettre les caches sur les côtés pour m'immerger totalement dans Horizon Workrooms ou Horizon World ou dans n'importe quel jeu en 3D, en réalité virtuelle, etc. Alors, pour faire un peu de théorie, il y a 3 modes qu'on décrit. C'est la réalité virtuelle, donc là, c'est l'immersion complète dans un monde virtuel. Pas de lumière de l'extérieur, pas de notion de réalité tangible. La réalité mixte, ce qu'on appelle MR, XR, selon les publications, il s'agit de caméras qui captent ce qui se passe à l'extérieur, qui peuvent le reconstruire à l'écran et superposer des éléments virtuels dessus. Et la réalité augmentée, là, on parle de lunettes transparentes. Donc, on voit la réalité et c'est l'information qui vient en surimpression. C'est vraiment les 3 niveaux. Donc là, il s'agit à la fois de réalité virtuelle, réalité mixte avec Quest Pro. C'est mieux, c'est enthousiasmant lorsqu'on est dedans.
On a l'impression d'avoir fait de gros projets. Je pense que pour, encore une fois, monsieur, madame, tout le monde, ce sont des progrès relativement marginaux qui n'ont pas résolu le problème. Je dois mettre quelque chose de lourd sur ma tête. Ouais, c'est pas ça qui va donner envie de passer des journées de travail entières dans un casque. Impossible. Ouais. Alors, je qualifierais ça vraiment d'un connect de transition. Je pense que le plus gros problème, c'est qu'il y a eu tellement de buzz et de bruit autour du métavers qu'on a des attentes qui sont un peu dans le cycle des news, quoi, dans le cycle des nouvelles. C'est-à-dire qu'il faut des nouvelles toutes les semaines et il faut maintenir la flamme un peu auprès du public, alors que quand ça a été annoncé, et Mark Zuckerberg a été très clair, au début, il disait que ça allait prendre 5 ans. On en avait parlé la dernière fois. Oui. Maintenant, il dit que ça va prendre 10 ans. Et je pense que 10 ans, ça prendra 10 ans si ça doit arriver. Hein, cette idée qu'on sera en immersion ou en réalité augmentée à la place de nos PC, à la place de nos téléphones. Si ça arrive, c'est au moins dans 10 ans. Et là, il va falloir maintenir l'intérêt pendant longtemps. C'est ça qui est un peu compliqué. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voit que, par exemple, les marchés financiers réagissent de manière pas tellement positive. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a un contexte macroéconomique, mais ça fait partie de la valorisation. Oui, on sent que ça va être très long à développer, des embûches techniques que vous aviez déjà évoquées quand on s'était rencontrés la dernière fois, et puis on sent que là, du coup, il essaye quand même de rassurer tout le monde, Zuckerberg, mais c'est de manière poussive, vous trouvez ? Non, moi je ne suis pas surpris, parce que je connais l'état d'esprit. Je pense qu'il faut clarifier ça. Les gens attendent de Mark Zuckerberg qu'il leur donne une espèce de vision rationnelle ou business de pourquoi est-ce que le métaverse va exister. Mais pour lui, c'est pas ça l'enjeu. Il y a deux enjeux chez Mark Zuckerberg. C'est d'abord, je vais commencer par l'aspect positif, c'est l'envie de réinventer la façon dont l'humanité communique une deuxième fois. Il l'a fait une fois avec Facebook. Hein, c'est cet étudiant qui est sorti de l'université, qui a drop out, comme on dit en anglais, qui a abandonné son cursus universitaire au milieu pour monter Facebook, et qui d'un coup s'est retrouvé avec 1 milliard d'utilisateurs, 2 milliards, 3 milliards d'utilisateurs sur la plateforme qu'il avait créée lui-même, et qui a totalement réinventé, vous en savez quelque chose, les médias, la bien façon sûr, dont on communique, en bien, en mal, évidemment. Voilà, c'est comme tous les outils, on s'est rendu compte qu'ils ne sont aussi bons que les gens qui les utilisent. Et ça, il y avait d'ailleurs une grande naïveté, moi, quand j'ai joint à Facebook, on parlait beaucoup de ça, c'est que Facebook avait été construit pour un monde où les gens étaient bien intentionnés. Et au moment de Cambridge Analytica, on s'est rendu compte que tout le monde n'était pas bien intentionné, et de la mauvaise intention à grande échelle et automatisée, ça pouvait... C'est un peu toute la tragédie, le drame du numérique. Hein. C'est le drame du numérique, effectivement. On pourra reparler une prochaine fois de Web 1, Web 2, Web 3, par exemple. Je pense qu'il y a un sujet là-dessus aussi qui ressemble à ça. Et donc, voilà, pour Mark, c'est cette espèce de vision, d'idée de dire qu'il sera celui qui aura mis ces immenses moyens au service de l'avènement d'une nouvelle façon d'interagir avec les machines, qui serait la réalité augmentée, qui serait plus fluide, plus naturelle, qui nous permettrait par exemple de faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire de parler ensemble sans être au même endroit, mais en ayant l'impression d'avoir été au même endroit, donc d'avoir cette espèce de fluidité dans la conversation. Donc ça, c'est sa vision. Et pour lui, ça n'a pas de prix. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un problème de... Il faut aussi connaître la gouvernance de Facebook, ou de Meta, pardon, où Mark Zuckerberg décide de tout, puisqu'il a 51% des droits de vote au board. Il n'y a pas, comme dans les grandes boîtes américaines... C'est pas une démocratie. Hein. C'est pas juste que c'est pas une démocratie, ça n'est pas un board habituel, dans le sens où la plupart des grandes entreprises américaines, et françaises d'ailleurs, sont dirigées par des fonds de pension. Et donc ce sont les représentants des actionnaires qui doivent faire en sorte que les entreprises créent de la valeur pour les actionnaires. Là, à la fin, c'est Mark qui vote. Donc, par exemple, les features, les spécifications techniques, quand il y a des gros investissements, c'est pas tout lui qui décide, mais elles remontent vers lui, c'est lui qui décide si on doit choisir entre le poids et la performance, par exemple. D'accord. Est-ce que... Alors juste, pardon. Deuxième motivation qui est fondamentale, c'est la dépendance à Android et iOS. Aujourd'hui, Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, tout ça, ça vit dans des operating systems qui sont iOS et Android. Et il veut s'en affranchir. Il veut s'en affranchir à tout prix. Oui, mais il vient de passer un partenariat avec Microsoft pour mettre Windows et toutes les suites. Alors ça, dans le casque. On peut. Ouais, c'est un autre sujet. Ouais, on peut en parler après, mais juste pour terminer.
c'est une motivation, cette motivation de s'affranchir de Apple. Après, ce qui s'est passé avec Apple sur les données privées qui a fait perdre des milliards de dollars à Facebook en termes de valeur publicitaire, d'inventaire publicitaire, c'est fondamental. Et donc, il faut bien comprendre que les deux motivations de marque, c'est ça. C'est changer le monde et être indépendant. Ils détestent être dépendants de Tim Cook, par exemple. Et donc, il est prêt à tout pour s'affranchir de ça. Il y a quelque chose qui se disait souvent, il disait que quand Google a construit Android, on ne savait pas combien ça valait. Parce qu'on mettait... Facebook mettait 3 milliards, maintenant ils le disent, ils mettent à peu près 10 milliards par an, ou Meta. Il disait, mais de toute façon, Android, ça vaut combien aujourd'hui ? On ne sait pas, ça vaut 500 milliards, 1000 milliards. Quelle est la valeur d'avoir construit ça ? Et donc, c'est ça qu'on est en train de construire. C'était ça, sa vision. Mais alors, comment vous expliquez qu'il est passé un accord avec Microsoft pour intégrer Windows dans le métaverse et dans le casque ? Alors, c'est pour ça que, lorsque vous me posiez la question, qu'est-ce qu'on peut en retirer ? On peut en retirer qu'il est prêt à tout. C'est qu'il y a des changements stratégiques majeurs. Initialement, on devait faire des casques qui était accessible au plus grand nombre, moins cher, moins cher, et que la base installée grandisse pour qu'on puisse attirer des développeurs afin que des applications soient développées et attirent encore plus de monde. Et au final, potentiellement, les casques auraient été construits par des spécialistes du hardware, des Dell, des Lenovo, des HP, des HTC peut-être. Qui étaient pionniers sur le sujet. Et Facebook aurait eu l'operating system et les expériences. Il se trouve que ça va pas assez vite. Et donc, il y a eu des pivots stratégiques, notamment de dire, OK, on passe du consumer. Alors, par exemple, le B2B, c'est hyper intéressant parce que moi, j'ai connu Oculus for Business, créé. J'ai connu Oculus for Business qui a été fermé par Facebook. Ensuite, il y a eu une version petites et moyennes entreprises qui s'appelle Quest for Business. Et maintenant, ensuite, ils ont travaillé sur Workrooms uniquement. Et maintenant, ils vont mettre ce qu'on appelle le mesh Microsoft, le tissu Teams, dans Workrooms. Ça veut dire qu'on abandonne l'idée que les expériences B2B de collaboration soient entièrement construites par Facebook. Pourquoi ? Parce qu'on pense que, on ne peut plus vendre des casques qui sont sponsorisés par l'argent de la publicité, parce qu'il y a d'autres problèmes par ailleurs sur les revenus de la publicité. 2, ça ne va pas assez vite. Et 3, on préfère prendre le risque de ne pas avoir ces expériences faites par Meta, mais que le fait d'avoir un partenariat avec Microsoft, ça permet d'aller plus vite. Donc on va faire le hardware et on va laisser Microsoft faire la collaboration, en gros. D'accord. Ça fait de Facebook une entreprise de hardware temporairement, ce qui est totalement contre nature. Ouais. Mais alors, vous pensez que c'est temporaire, cette association ? Enfin, on ne peut pas s'associer de manière temporaire avec Microsoft. Si ? Quand les utilisateurs seront plongés là-dedans, que Microsoft mes aura fait 25 des ans d'expérience etc. dans l'IT me disent qu'à la fin, c'est Microsoft qui gagne en B2B. Ouais. Pourquoi ? Parce que vendre aux entreprises, c'est hyper compliqué. Il ne s'agit pas juste d'avoir le bon produit. C'est un peu naïf de penser qu'on peut avoir le bon produit. Il faut avoir le bon produit, le bon software, le bon service et surtout le bon canal de distribution. Le B2B, c'est un canal de distribution extrêmement fragmenté. On peut parler de l'IT, par exemple, de l'informatique. Il y a 60 000 revendeurs informatiques en Europe. Rien qu'en Allemagne, il doit y en avoir 15 000 à peu près. Bon, c'est en train de se consolider parce qu'il y a Yellowknife, etc. Parce que les PME ou les grandes boîtes qui achètent à des revendeurs, ils achètent le service, l'installation. Il y a tout partie de délégation. Ils achètent la téléphonie en même temps que l'informatique, etc. Donc, ce sont des canaux de distribution extrêmement fragmentés, extrêmement complexes. Et l'inertie, la barrière d'entrée dans ce business-là, elle est énorme à travers le canal de distribution. Et donc, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Alors, effectivement, moi, je pense que l'alliance avec Microsoft, elle fait sens parce que ça va plus vite. Ça donne accès à une base installée plus grande. Ça enlève une barrière dans la vitesse d'accès, mais par contre, ça en met une autre dans qu'est-ce qui appartient à Meta, qu'est-ce qui n'appartient pas à Meta. Ça fait presque penser un peu à jadis l'alliance entre Apple et Microsoft également, non ? Un peu. Où Apple avait un peu mangé son chapeau finalement en faisant ça. Et d'ailleurs, ça avait été très décrié par tous les aficionados d'Apple, qui n'avaient pas du tout apprécié le mariage avec Microsoft. Je pense que Meta, il rentre avec les yeux grands ouverts. C'est-à-dire que dans l'arbitrage entre la rapidité de disponibilité des solutions et l'accessibilité de la base installée et celui d'avoir des solutions propriétaires verticalement intégrées à la Apple,
ils ont pris la décision de dire que il valait mieux s'allier avec Microsoft parce que ça va prendre 10 ans et qu'on va gagner 5 ans en fait en s'alliant avec Microsoft. La question, c'est est-ce qu'on peut ressortir de Microsoft pour devenir la boîte qui fait les solutions software et les solutions de collaboration et pas être commoditisé comme la boîte de hardware. Et ça, ça va être très, très intéressant à regarder. Lucas Perrodin, est-ce que ça veut dire que le métaverse, le casque à le Quest Pro, ce sont avant tout des objets B2B, c'est-à-dire faits pour les professionnels? Ça l'est devenu par nécessité. L'ADN de Facebook, c'est pas le B2B. Non. Pas du tout. C'est une boîte qui parle à 3 milliards d'individus tous les jours. Et le B2B, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est une façon d'adresser les clients qui est très indirecte, très fragmentée, avec une grosse problématique canal. Donc, c'était pas le design, mais il s'est passé plusieurs choses. TikTok est arrivé, les revenus de la publicité ont commencé à diminuer, plus le fait que Apple a coupé les signaux, ce qui fait que le retour sur investissement des publicités a baissé. Et donc tout ça, ça a fait que le revenu et la marge ont baissé. Et vendre du hardware qui vaut 1 000 euros, 250 euros, ça n'était plus possible. Parce que quand vous avez une base installée de 200 000 unités, ça va, mais quand vous êtes à 10 millions d'unités, bon, je ne sais pas à combien ils en sont, c'est pas une communication officielle, mais quand on est dans les millions d'unités, ça coûte extrêmement cher. Donc il a fallu remonter les prix du hardware. Et là, on s'est tourné vers le B2B parce que qui a les moyens de payer un casque de réalité virtuelle 1 700 euros, le B2B. Bien sûr. Comme avec HoloLens de Microsoft à l'époque. Ouais, alors, j'ai vu beaucoup de tours d'honneur, de cris de victoire en disant qu'HoloLens était mort parce que de toute façon, Microsoft avait plus besoin du cheval de Troie HoloLens pour faire de la réalité augmentée s'ils avaient les solutions de collaboration chez Meta. Je pense que d'abord, c'est aller extrêmement vite en besogne et qu'on n'en est pas là. Je pense pas que Microsoft va mettre son destin hardware entre les mains de Facebook à long terme. Et en plus, il y a un autre acteur qui est venu sur le terrain qui est très intéressant. C'est que ByteDance, propriétaire de TikTok, qui est déjà venu envahir le terrain du social et de la publicité, a acheté une boîte qui s'appelle Pico, qui fait beaucoup de B2B et qui a relissé là il y a très peu de temps le Pico 4. Alors le Pico 4, ça vaut 50 euros de moins qu'une Quest 2, mais ça a des pancake lenses et ça a un pass-through en couleur. Donc les mêmes caractéristiques. Alors c'est pas exactement les mêmes caractéristiques. Les principales caractéristiques ça a une moins bonne résolution, etc. Mais si on est une entreprise, la question va se poser pour 1 200 euros de plus, qu'est-ce que j'ai ou 1 100 euros de plus moi, je n'ai pas la réponse personnellement. Le Pico 4, je vais l'essayer cette semaine-là. Mais il n'y aura pas de Microsoft, de Teams et de choses comme ça dedans, pour le coup. Alors, je ne sais pas si l'accord Microsoft est exclusif. S'il y a plus de Pico 4 en B2B, il y aura du Microsoft dans Pico 4. Parce que c'est ça qui est intéressant dans les annonces de Meta également. C'est la partie hardware dont on a parlé, mais également la partie software. Donc Microsoft, et pas seulement. Il y a plein de partenariats qui ont été annoncés. Oui, alors Accenture pour les pros, alors plus B2C dans le divertissement et Universal, il va y avoir des licences de jeux vidéo, de films, etc. C'est ouvert, venez à moi. Alors, ouais. Et encore une fois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que sous l'impulsion de Marc, Meta est prêt à tout et travaille sur tous les fronts. Tous les fronts, c'est-à-dire on fait du B2B, on fait des alliances avec Microsoft. On fait en sorte que ce qu'on fait en mixed reality soit publiable sur les Reels de Instagram. On fait des alliances en entertainment avec, encore une fois, tout un tas d'acteurs, aussi dans le domaine des événements sportifs. On travaille sur les avatars. Alors là, ils ont parlé des avatars, les fast avatars, donc ce qu'on peut faire rapidement. Après, ils ont parlé des codecs avatars. Je pense qu'il y a un peu de confusion. Les codecs avatars, ça ne marche pas sur Quest Pro. Un codec avatar, c'est un avatar qui est plus réaliste. Photoréaliste, enfin. Exactement. Simplement, le problème, c'est que ça consomme tellement d'énergie et de puissance du processeur qu'on ne peut pas les mettre sur des casques autonomes aujourd'hui. Donc ça, c'est plus pour l'avenir. Donc vraiment, et ensuite, il y a tout l'investissement sur la recherche fondamentale sur les matériaux qu'on n'a pas vu beaucoup. Facile, là, les pancake lenses, par exemple. Mais encore une fois, réduire la taille des batteries, faire en sorte que les antennes chauffent moins,
l'investissement d'infrastructure pour avoir du edge computing avec des réseaux à faible latence. C'est-à-dire qu'en gros, on sait que les casques, de toute façon, ne seront pas capables d'avoir la puissance nécessaire. Enfin, le compromis entre puissance et autonomie sera toujours tel que on ne pourra pas tout faire sur le casque. Donc, il faudra qu'il y ait des espèces de processeurs qui sont répartis sur les réseaux GSM. Ce qu'on appelle le edge computing. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, très près de nous, à moins de 4 km. C'est de la puissance dans le cloud, mais exactement. Pas trop loin quand même. Quoi. Exactement. Ouais. Donc, tout ça, ça continue. Mais là, on n'est pas prêt d'en voir les fruits. Est-ce que ça nous rapproche du métavers, ça, ou ça nous en éloigne, ce métavers qui, visiblement, n'a pas franchement la cote, en tout cas en France, ne suscite pas beaucoup d'intérêt, à part pour des raisons marketing du côté des grandes marques, etc. Mais le grand public semble tout à fait prudent, voire méfiant par rapport à ça. Alors, à la question, est-ce que ça nous rapproche du métavers ? Oui, mais c'est définitivement ce que j'appellerais un connect de transition. Une grosse annonce avec Quest Pro, mais qui finalement, compte tenu du prix, très clairement, ce qui va se passer, c'est que le nombre de casques vendus va réduire, là, puisque Quest 2... mais Quest 2 reste disponible. Quest 2 a augmenté de 100 € en août. Oui. Quand vous avez un produit grand public qui a 2 ans et qu'on augmente le prix sur un produit technologique, les ventes forcément diminuent. Cela dit, tout augmente, hein, comme dirait l'autre. Les iPhones ont pris cher aussi. Voilà. Ouais, mais un iPhone 14, c'est un iPhone 14. Un Quest 2 qui a 2 ans, c'est le même, sauf qu'il est 100 € plus cher. 1700 €. Donc là, on va voir forcément, mécaniquement, hein, pour avoir fait encore une fois du hardware pendant 25 ans de la technologie, une augmentation du prix sur un produit qui est dans le marché. D'abord, moi, j'en ai fait très très peu. J'en ai fait en 2009 quand il y a eu la crise. Ouais. Forcément, on va avoir une diminution de la taille du marché. C'est mécanique dans les conditions actuelles. Donc ça va être une transition. On va tester des technologies avec Quest Pro. On attend Quest 3. Alors Bose n'a pas voulu dire Andrew Bosworth, qui est le CTO de Meta, qui est l'ancien boss de mon boss. A dit qu'il ne voulait pas annoncer quand ça viendrait, mais on sait qu'il travaille dessus. Il y a eu des fuites d'ailleurs récemment. Mais bon, là, on est vraiment dans une transition. La question, c'est quel est le niveau de patience du grand public ? C'est-à-dire, pour s'y intéresser, pour revenir à la deuxième partie de la question, c'est ce que les gens aiment ça. Pour que les gens aiment ça, il faut que ça leur apporte quelque chose. Quel est le point d'inflexion à partir duquel ça leur apporte quelque chose d'intéressant ? On ne l'a pas atteint aujourd'hui. Et quel est le niveau de tolérance des investisseurs de tout le monde pour attendre que ce point d'inflexion soit atteint. Parce que si c'est 2 ans, ça va. Si c'est 3, 4, 5 ans, est-ce que dans 5 ans, on aura envie de parler du métaverse comme d'une chose hypothétique ou on sera passé à autre chose ? Certainement, on sera passé à autre chose. Et alors, qu'est-ce qu'il faudrait de plus pour aller vers la vision finale de Mark Zuckerberg ? Il faut des progrès significatifs dans des technologies qui sont déjà très matures. Donc, il faut résoudre des très gros problèmes. On en parlait tout à l'heure. Je dis pas que c'est facile ce qui a été fait. Réduire la taille des optiques, des lentilles, c'est hyper compliqué. Et ils l'ont fait, ils ont été réduits de 40%. Augmenter le nombre de pixels, c'est compliqué. Augmenter la luminosité, c'est compliqué. Mais les gros problèmes, c'est pas ça. Le problème, c'est la puissance d'analyse dans le casque, c'est le poids des batteries, c'est la chaleur dégagée par les antennes, et c'est le rendu des matériaux transparents pour arriver à la réalité augmentée. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. Aujourd'hui, si vous avez le soleil, vous avez une lunette de réalité augmentée, vous avez le soleil en face de vous, ça ne marche pas. Et ça paraît simple, mais c'est un très gros problème sur lequel énormément de scientifiques travaillent depuis un très grand nombre d'années. Ce n'est pas un problème qui est nouveau. Donc là, il y a une physique fondamentale des matériaux, il y a des problèmes à régler. Donc il faudrait que ce soit réglé. Au moins 2 de ces 3 problèmes. Ouais. Et là, on pourrait avoir quoi, un Quest Pro 2 Voilà, si ça arrive, parce qu'il n'y a aucune garantie. Moi, j'avais parlé avec Michael Abrash, qui est le CTO, le grand gourou de Meta Reality Lab, qui est vraiment un savant incroyable, un scientifique incroyable, qui est basé à Seattle. Et donc, on avait eu la chance de visiter ses laboratoires, discuter avec lui, etc. Et une des questions que je lui avais posées, c'est est-ce que ces problèmes-là seront résolus dans ton temps de vie ? Il m'a dit, je ne sais pas. Il n'était pas sûr. Les chercheurs cherchent, mais on ne sait pas quand ils trouvent. Et donc, il y a vraiment des problèmes fondamentaux, de physique fondamentale à régler pour que ça devienne... on a tous les deux des lunettes aujourd'hui optiques pour que ça devienne aussi facile et agréable que ça. Ouais. Et encore, quand ça, ce sera le cas,
Est-ce que ce sera socialement acceptable? Rien n'est moins sûr. Alors, si on se parle et que je regarde dans le coin ou que je regarde une autre information, je ne suis pas sûr que vous apprécieriez énormément. Non. Alors même si maintenant il y a des technologies qui permettent de réaxer le regard. C'est Microsoft qui a présenté ça pas plus tard que le lendemain de la keynote Meta. Un système de visio sur le nouveau Surface, la nouvelle tablette Surface, qui permet, quand on regarde l'écran, de faire penser que le regard fixe en réalité la caméra. Lucas Perrodin, social, vous avez prononcé le mot, et Mark Zuckerberg l'a prononcé je ne sais pas combien de fois, le métavers sera social, évidemment. On comprend pourquoi, c'est son fonds de commerce, c'est Facebook. Est-ce que ça vous paraît crédible ? Oui. Alors, c'est déjà possible aujourd'hui, ça, paradoxalement. Mais ça veut dire quoi d'abord ? Ça veut dire quoi ? Social, ça veut dire qu'on peut interagir, on peut jouer, discuter, créer, apprendre ensemble. Et donc, on peut avoir une activité commune dans un monde qui soit virtuel. On peut dire aujourd'hui, Fortnite, c'est un métavers, puisque je ne sais pas si vous avez des enfants, mais des adolescents avec un téléphone, une console de jeu, avec une oreillette branchée qui se parle à 25 dans le même chat, ça existe. Donc ça existe déjà. Oui, ça existe sur PlayStation, sur Xbox depuis longtemps, etc. Et ça, dans les jeux, alors un des cas d'usage qui peut marcher aujourd'hui dans la réalité virtuelle, c'est vraiment le gaming. Et ça, dans le gaming, ça peut être le cas. Donc oui, c'est réaliste. La question, c'est social à quelle échelle ? Social à l'échelle du gaming, qui est déjà une grosse échelle. Le marché du gaming, c'est 150 milliards par an. Ou social au niveau des réseaux sociaux. Si on met bout à bout TikTok, Facebook, etc., il y a probablement 3,5-4 milliards d'individus chaque jour dans les réseaux sociaux. Là, on en est encore loin. Et Facebook dans le métavers, ça ouais, Facebook Horizon, donc c'est possible. Est-ce qu'on aura envie d'y aller ? On se pose la question. Mais on se posait aussi la question de savoir, pour être tout à fait honnête, moi, je me posais la question de savoir pourquoi les gens partageaient leur vie sur Internet, il y a 15 ans. Donc, voilà, il faut aussi faire preuve d'humilité. Peut-être que ça peut marcher. Mais en tout cas, c'est pas sûr. Ça va prendre longtemps, ça va prendre beaucoup d'investissement et il n'est pas certain que ça marche. Et je pense que les gens lisent un peu, ils ont été surpris par le succès de Mark et ils lisent un peu la volonté de Meta et de Mark Zuckerberg comme une indication qu'il est certain que ça va marcher. Même lui, il dit « We believe that it's going to work ». Il ne dit pas « On est sûr que ça va marcher ». C'est un pari, c'est un bet. Exactement. Ouais. Et que vont faire les autres pour les ByteDance, d'ailleurs TikTok ? On ne parle pas de métavers, cette chose comme ça, pour l'instant. Alors, les seuls gens qui parlent du métavers, alors c'est intéressant, c'est trop connoté méta. En fait, quand vous parlez métavers, vous faites de la publicité à méta. Oui, là, il a fait fort, effectivement. Donc, qui parle de métavers ? Les gens qui n'ont pas assez d'investissement pour faire parler d'eux. Donc, ce qui s'est passé, c'est quand Mark est venu parler de métavers, lui parlait de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Et il y a tous les gens qui travaillent sur le Web3 qui sont venus dire « Oui, mais nous, on construit des métavers. On construit donc des mondes virtuels dans lesquels vous pouvez être propriétaire de votre terrain sans avoir la notion d'immersion. En fait, vous pouvez aujourd'hui, dans Sandbox, vous pouvez acheter un terrain sur votre téléphone portable. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le terme métavers a été utilisé par les gens qui avaient moins de puissance, moins de visibilité que Meta, qui sont accrochés sur d'autres méta. Par contre, Apple, Tim Cook, qui dit « Nous, on n'utilise pas le terme métavers parce que les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Et on n'a pas envie de les rendre anxieux par rapport à ça. » Effectivement, il y a eu une prise de position quasi négative de la part de Tim Cook là-dessus. Oui, alors il y a vraiment... on revient à cet antagonisme et cette détestation de la dépendance. Ça remonte à loin parce que, pour la petite histoire, je me rappelle qu'il y avait eu un entretien entre Mark et Tim Cook et que la plus grosse question... La question qu'il a posée 2 fois, c'est pourquoi est-ce que tu n'as pas de compte Facebook ? Lui, il n'a pas répondu. Donc, c'est marrant, mais parfois, les enjeux technologiques et d'investissement, ça se joue à ça. Parce que les visionnaires, etc., il y a un peu de mégalomanie dans tout ça. Il y a beaucoup d'ego, mais cet ego et cette mégalomanie, parfois, fait avancer le monde aussi. Donc, c'est hyper intéressant de voir ces dynamiques-là. Merci beaucoup, Lucas Perrodin, fondateur de Moula Digital. On était ravis d'avoir ce décryptage de haut vol et extrêmement précis des annonces de Meta.